ça se remplit encore progressivement. On est donc, merci d'être avec nous pour ce 5e épisode de cette série, à succès, on peut dire quand même, parce qu'effectivement, une 50aine d'inscrits de manière assez régulière, c'est plutôt une jolie réussite. Alors, juste pour rappeler le cadre, donc formellement, ces réunions, cette web série s'inscrit dans le contexte d'un comité départemental de la transition énergétique qui était créé 2019 à la demande du préfet de région, un comité départemental coordonné par le préfet de département, préfet de région, le président de région et la présence du département évidemment, lancé 2 juillet 2019 dans le Puy-de-Dôme avec constitution d'un groupe de travail dont un sur la rénovation, 2 groupes de travail, pardon, dont un sur la rénovation énergétique du patrimoine bâti public, une demande de représentants de la région des adjoints de la DUM, un constat, la nécessité de rappeler des enjeux, de rappeler sérieusement des enjeux en matière de transition énergétique sur le patrimoine des collectivités territoriales et en gros de mobiliser celles-ci, de faire du prosélytisme. À l'attention de qui? Des élus et des services des collectivités dont on va dire que c'est un petit peu moins le cas maintenant puisqu'on est quand même 1 an après les élections, mais avec l'idée que beaucoup d'élus seraient nouveaux dans leurs fonctions ou pas encore nécessairement au fait de ces enjeux. Ceci s'inscrivant dans un contexte entraînant, favorable à ce positionnement et à ces réflexions-là sur la rénovation énergétique du patrimoine bâti, patrimoine public, avec l'avènement du décret tertiaire, la mise en concurrence des achats d'énergie, des outils techniques et financiers, aide d'État au sens large, assez significatifs sur ces domaines-là. Bref, tout ceci fournissant le cadre de cette web-série de 6 épisodes, format court, 1 heure, créneau qu'on espère accessible à la plupart et la réalité semble nous donner raison, de 12 à 13, sur un laps de temps court, en visio, donc sans problématique. Alors, évidemment, les circonstances nous l'imposaient, mais même au-delà de ça, c'est quand même un grand intérêt parce qu'on gomme les problématiques de déplacement, de temps de transport, etc. Et la forme qui a été celle des épisodes précédents, qui sera celle d'aujourd'hui, étant toujours structurée autour d'apports théoriques, d'illustrations avec des témoignages d'élus et un jeu de questions-réponses. Donc 4 épisodes qui nous ont permis de rappeler les enjeux en matière d'innovation énergétique, les enjeux, le cadre réglementaire avec notamment le décret tertiaire, l'idée du schéma directeur d'intervention avec un programme d'action. Le dernier épisode, c'était l'occasion d'entrer dans le détail d'une démarche globale de rénovation, avec un enchaînement de phases indispensables à la bonne conduite de projet. L'épisode 5, celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est un focus sur les énergies renouvelables dans nos bâtiments, la chaleur et l'électricité renouvelable. Pour la chaleur, ça va être le bois énergie, le solaire thermique, la géothermie dite de minime importance, la géothermie superficielle, donc sur nappe ou sur champ de sonde. Pour l'électricité, sur le bâtiment, clairement, c'est le photovoltaïque. Et avec peut-être un élément important, le principe, c'est pas de rentrer dans le détail de la technique, mais de démontrer la pertinence de solutions énergétiques et de se dire quand il faut se poser la question du recours à telles installations. Parce que il n'y a pas d'énergie parfaite, ni d'énergie absolument tout terrain. Toutes les énergies, renouvelables ou pas, ne sont pas adaptées à tous les bâtiments et à leurs usages. Donc, il faut vraiment se poser la question, quand est-ce qu'on peut, de manière pertinente, performante, utiliser ça, ou ça, ou ça, ou ça. Avant de présenter nos intervenants, de leur laisser la parole, juste rappeler que le prochain épisode, toujours sur ce créneau de 12h à 13h, ça sera un épisode 6 à la rentrée, sur les financements publics existants et financements publics et autres aides pour rénover son patrimoine. Et à la rentrée, parce que il y a des choses qui sont en cours de refonte, notamment le FEDER, le FIC. Voilà, on aura une meilleure visibilité de détails sur l'ensemble des fonds disponibles. Je remercie enfin l'État, la région et le département de nous avoir confié la tâche d'organiser cette série à la DUM, Agence locale de l'énergie, qui accompagne aujourd'hui quasiment les 4/5e des collectivités locales du Puy-de-Dôme. Et je vais donc progressivement laisser la parole à Pierre Besson,
pour la partie chaleur renouvelable, Sébastien Brunet pour la partie électricité renouvelable, Sébastien Contamine, donc directeur de l'ADUM, pour la partie biosourcée. Et l'exemple pratique dont nous allons parler, ça sera le projet de construction du lycée Saint-Jean à Clermont-Ferrand, qui est donc porté par la région, avec le recours, enfin, pour ceux qui ne voient pas précisément, c'est en gros en face de Géant Casino et de Leroy Merlin, et c'est en bordure donc de tout ce quartier Saint-Jean, l'ancien quartier des abattoirs, hein, en dessous de la voie ferrée, qui est vraiment un objectif très important de transformation dans les années, dans la décennie qui vient. Donc, le projet de construction du lycée Saint-Jean à Clermont par la région, sur lequel il va y avoir du solaire photovoltaïque, du bois énergie pour couvrir les besoins de chaleur, des matériaux biosourcés, puisqu'il y a une construction paille-bois, et ça nous sera présenté par la région, Madame Gracia, et le maître d'œuvre, en l'occurrence, CRR Ingénierie, Monsieur Guillaume Imbert. Avec dans notre paysage virtuel, Monsieur Rambourdin, architecte cofondateur de CRR, et Monsieur Julien, directeur d'Eiffage Construction Auvergne, pour permettre de répondre aux éventuelles questions sur ce beau projet. Donc, écoutez, on vous remercie encore et en espérant que le gros des participants nous ont rejoints entre-temps, je vais passer la parole. Donc, on commence par Pierre pour nous raconter les énergies renouvelables thermiques dans nos bâtiments. Alors, avant Pierre, peut-être un petit propos introductif justement par rapport à ces énergies renouvelables, que ce soit de la chaleur ou de l'électricité. Un petit rappel du cadre dans lequel elles peuvent se positionner, notamment les plans climat, air, énergie territoriaux, dont une grande partie des EPCI du département du Puy-de-Dôme sont entrés pour pouvoir définir des objectifs en matière de réduction de consommation, de réduction des gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, aussi bien de la chaleur que de l'électricité. L'objectif étant bien de travailler sur une certaine autonomie énergétique, même si ça peut paraître illusoire, que d'avoir des territoires 100% à énergie positive, quoique c'est l'ambition de certains territoires, qu'ils soient intercommunaux, voire départementaux en matière d'énergie. Et puis l'idée de recourir à des énergies renouvelables, c'est aussi de valoriser les ressources locales, d'agir en circuit court, en circuit de proximité, et puis quelque part créer des emplois locaux. Quand on travaille notamment sur la question du bois, la ressource, elle est bien sûr locale. Et puis je souhaitais aussi relever le fait que les collectivités ont quand même un rôle démonstrateur et que c'est elles qui ouvrent la voie par rapport à ces questions d'énergie renouvelable. Alors, quand est-ce qu'il faut se poser la question des énergies renouvelables ? Que ce soit pour du neuf ou que ce soit pour de la rénovation, systématiquement, quand on est amené à renouveler son système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, ou à l'occasion d'une évolution réglementaire, avec notamment la fin des chaudières fuel qui est annoncée pour 2022, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des solutions comparées, avec notamment le recours à des énergies renouvelables, notamment pour couvrir 100% des besoins en chaleur ou même pour couvrir des besoins de production d'eau chaude sanitaire en complément d'une énergie en base. Donc l'opportunité est systématique, elle doit être systématique, au moins d'étudier ces solutions comparatives pour pouvoir avoir accès à d'autres solutions d'énergie renouvelable. Et puis, il y a des aides qui existent, notamment pour étudier ces solutions alternatives, pour étudier et pour viser l'investissement avec des solutions, en tout cas des financements qui existent à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle locale ou même à l'échelle européenne. Voilà, donc il faut afficher une certaine ambition en termes de chaleur et d'électricité renouvelable. Alors, 4 énergies, je vais laisser mon collègue Pierre Besson, qui s'occupe de la filière bois-énergie sur le département du Puy-de-Dôme et qui s'occupe notamment aussi d'appui aux contrats d'objectifs territoriaux ou chaleur renouvelable dans les territoires. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de chaleur renouvelable. Donc, on entend en tant que chaleur renouvelable les filières solaire thermique, géothermie associées à des pompes à chaleur et bois énergie, et également potentiellement on peut associer des réseaux de chaleur à ces 3 énergies, dans la mesure où on a des bâtiments situés dans un périmètre relativement proche qui permettent de mutualiser une production pour plusieurs bâtiments.
Alors ces trois énergies en fait bénéficient du soutien de financeurs, notamment de l'ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur et des contrats de chaleur renouvelable qui sont déclinés à l'échelle des territoires. Mais également, plus spécifiquement sur le bois énergie, il y a des aides complémentaires également du département et de la région sur notre territoire. Donc ce sont des technologies éprouvées, donc qui ont déjà, leur fonctionnement est déjà confirmé. Je veux dire, il n'y a pas à refaire des nouveaux essais. On sait que c'est des technologies qui fonctionnent. Par contre, il faut des compétences. Notamment, l'ADEME demande des qualifications RGE, reconnues pour le Grenelle de l'environnement, hein, que ce soit pour les bureaux d'études, pour les installateurs. Il y a également des labels pour les matériels de type label flamme verte pour les chaudières bois, par exemple, qui permettent de garantir le bon fonctionnement des installations. Un point important, c'est l'adaptation à l'usage. Donc ça, je vous le préciserai dans les diapos suivantes. Et également, donc, effectivement, il y a des surcoûts sur ces énergies tout de suite par rapport aux énergies conventionnelles. C'est pour ça qu'il existe des aides. Mais dans le temps, on peut s'attendre quand même à une baisse de ces coûts dans la mesure où il peut y avoir des économies d'échelle liées au développement de chacune de ces filières. Donc, je vais balayer les trois énergies successivement. Donc, commencer par le solaire thermique, donc qui consiste à chauffer de l'eau chaude à partir de l'énergie solaire via des panneaux installés en toiture, des panneaux solaires thermiques, bien sûr. En termes d'usage, en fait, cette solution est adaptée aux bâtiments qui ont des besoins d'eau chaude importants, notamment en période estivale, enfin toute l'année de façon continue, mais surtout en période estivale. Donc, éviter, je dirais, des bâtiments de type école qui sont fermés l'été, puisque voilà, il n'y a aucun besoin d'eau chaude. Par contre, privilégier des maisons de retraite, des centres type hôpitaux, des logements collectifs, des équipements touristiques aussi, hein, type hôtel, camping, des piscines, bien sûr, qui sont bien adaptés à ce type de production d'énergie. Il faut bien sûr avoir une toiture bien exposée, donc le plus au sud possible et sans masque pour éviter des manques de production. Alors, les erreurs à éviter sur cette solution, c'est le surdimensionnement des installations, donc d'où l'importance d'avoir un bureau d'études qualifié pour bien dimensionner l'installation, puisque ça pourrait générer des surchauffes, notamment des capteurs, et détériorer les performances de l'installation. Avoir aussi une qualité en termes de conception et de maîtrise d'œuvre de l'installation. Et en dernier point aussi, qui est important, c'est le suivi, puisque une des caractéristiques de la production d'eau chaude solaire, c'est qu'il y a toujours un appoint, notamment les jours où il n'y a pas de soleil. Donc ça veut dire que quand le solaire tombe en panne, on ne s'en rend pas forcément compte s'il n'y a pas d'instrumentation qui permette de le détecter, puisqu'il y a toujours l'appoint qui prend le relais, donc on aura toujours de l'eau chaude. Deuxième énergie, la géothermie, donc dite de surface, c'est-à-dire qu'elle est limitée à 200 mètres en profondeur. Donc ça peut être sur nappe ou sur un champ de sonde. Mais à ces profondeurs, en fait, on n'a pas des très hautes températures, hein, on est de l'ordre de 15 degrés, 15-20 degrés maximum. Donc il faut relever la température par des pompes à chaleur. Donc c'est toujours associé en fait à une pompe à chaleur, ce type de géothermie, pour avoir des températures de chauffage classique, hein, pour des bâtiments. Alors cette technologie est plus adaptée au chauffage, elle est adaptée à tout type de bâtiment, mais plus spécifiquement à ceux qui ont des régimes basse température, justement pour garantir une bonne performance des pompes à chaleur. Il faut mieux fonctionner à des régimes basse température. Un intérêt de cette technologie, c'est qu'elle peut assurer à la fois du chaud et du froid, puisque les pompes à chaleur sont réversibles. Donc elles sont adaptées notamment aux bâtiments qui ont besoin de rafraîchissement, hein, de type, par exemple, petite enfance, maison de retraite et autres. Les erreurs, on retrouve un peu les mêmes items, hein, c'est éviter les surdimensionnements, les erreurs de conception, et également toujours s'assurer d'un bon suivi,
pour s'assurer des performances dans le temps de ces installations. Alors, un point particulier sur la géothermie, c'est qu'il y a besoin d'une étude de ressources préalable, que ce soit sur nappe ou sur sonde, pour s'assurer du potentiel géothermique du terrain où on veut implanter ces installations, donc notamment avec un forage test qui est demandé par l'ADEME pour s'assurer du bon potentiel de la ressource géothermique. Et troisième énergie, donc le bois énergie, donc, qui peut concerner des chaudières bois automatiques, que ce soit bois plaquettes ou granulés. Donc là, qui est également adapté à tout type de bâtiment, hein, quel que soit l'usage. Par contre, il y a une contrainte majeure, je dirais, qui est liée au stockage du combustible. Donc il faut bien sûr avoir un local suffisamment grand pour accueillir ce stockage et qui soit également accessible pour permettre les livraisons de façon relativement aisée. Voilà, donc voilà, c'est un point particulier lié à ce type d'énergie. Et on retrouve les mêmes erreurs donc à éviter, toujours par rapport au dimensionnement des installations, à la conception, donc à la fois sur la chaufferie, mais également sur la partie stockage silo, hein, qui peut poser des soucis si ça a été mal conçu au départ. Et un point spécifique sur la qualité du combustible, sachant qu'il existe des certifications qualité, notamment pour le bois plaquette, hein, chaleur bois qualité plus, qui permet d'apporter des garanties supplémentaires sur ce point-là. Très bien, ben je vais laisser la parole à mon collègue Sébastien Brunet. Oui, bonjour à tous. Peut-être avant, Rémi, on te laisse peut-être poser les questions au fil de l'eau, hein, s'il y en a qui arrivent. Et s'il y en avait là sur cette partie chaleur renouvelable, comme on est en mode diaporama, on ne voit pas le fil des échanges. Pour l'instant, soit vous étiez super clair, soit tout le monde est super endormi, mais je n'ai pas de questions, je pense que vous étiez super clair. Merci Pierre. Pour l'instant, on n'a rien dans le chat. D'accord. Eh ben, je poursuis donc. Oui, rebonjour. Et donc effectivement, ça me donne l'occasion pour les uns et les autres, pour être sûr qu'on ne rate pas de questions et qu'on puisse anticiper par rapport à la séquence qui sera une séquence spécification. Si vous pouvez effectivement mettre vos interrogations dans la partie conversation de la réunion, le petit truc rond avec des lignes que vous avez en haut de votre écran, ça sera très bien. Merci. Merci. Donc, je poursuis après la chaleur renouvelable avec l'électricité renouvelable pour vous parler un petit peu de solaire photovoltaïque en quelques diapos. On parle là donc d'une énergie solaire qui va permettre de produire de l'électricité via des panneaux photovoltaïques. L'usage, c'est bien évidemment de venir alors, produire, voire couvrir tout ou partie des besoins électriques d'un bâtiment. L'idéal, c'est d'avoir bien sûr une adéquation quand on veut autoconsommer et couvrir nos consommations d'électricité, d'avoir une adéquation entre la production solaire qui va également, comme le solaire thermique, être très forte en été, en journée et en été, avec nos consommations. Donc là, on va être sur des bâtiments qui vont avoir des gros auxiliaires avec des pompes, de la bureautique, de l'électroménager, voire de la climatisation en termes d'usage électrique. Avec le solaire photovoltaïque, on est face à un contexte réglementaire qui est clair. Je ne dis pas forcément simple, mais au moins clair, en fonction de la taille de vos toitures. Plus votre toiture va être grande et plus vous allez pouvoir installer des puissances photovoltaïques grandes. Bien, en fonction de cette taille de toiture, vous allez choisir soit de revendre la totalité de votre production électrique à un certain tarif, et là plus la toiture est grande et moins on revend cher notre énergie, mais en même temps moins l'installation coûte cher ramenée à la puissance, soit on va choisir d'autoconsommer ce qu'on peut de la production solaire et de ne revendre que le surplus. Donc vous avez dans ce petit tableau les tarifs que je ne vais pas vous développer, mais voilà, c'est des seuils de puissance qui sont de 3, 9, 36 ou 100 kW dès lors qu'on est sur des bâtiments. Sur d'autres installations, on va sortir de ce contexte réglementaire bâtiment là. Mais voilà, il y a un cadre qui est assez clair, les tarifs changent tous les 3 mois, mais à partir du moment où vous êtes engagé dans une installation, ce tarif-là, vous le validez pour les 20 prochaines années de production de votre centrale photovoltaïque. Aujourd'hui, en France, là, j'ai extrait quelques chiffres du site le Mix d'Enedis.
De façon très macroscopique, en 2020, le solaire photovoltaïque a couvert 2,8% des consommations d'électricité du pays. Et c'est un petit peu moins de 470 000 installations solaires pour 9 gigawatts d'installés en France. Et on retrouve à chaque fois les modèles d'injection totale. Il y a plus de 8,7 gigawatts d'installations qui revendent leur production solaire. Et puis après, on a quelques 350 mégawatts ou 60 mégawatts de solaire photovoltaïque en France qui d'abord autoconsomment avec ou sans injection du surplus. Voilà pour les grands chiffres. Donc, il y a 2 petites rosaces aussi à gauche. On voit que la rosace de droite, c'est le nombre d'installations. Donc, les 470 000 installations. Beaucoup, c'est des toutes petites installations sur des maisons individuelles. Mais en puissance raccordée, finalement, c'est quelques centrales au sol ou quelques grandes toitures qui font le gros de la puissance installée en France. Et puis, une fois que vous aurez, on va dire, décidé de vous lancer dans du solaire photovoltaïque, donc en général, vous aurez au sein de vos collectivités échangé avec vos élus, avec vos services, vous aurez souvent balayé quelques a priori par rapport à la provenance des modules, à la consommation énergétique de ces modules-là, leur durée de vie, le recyclage, c'est tous des thématiques qui reviennent assez régulièrement dans les discussions. Il y a tout un jeu d'acteurs pour mettre en œuvre une installation solaire photovoltaïque. Donc, vous aurez des démarches à faire notamment auprès d'Enedis pour raccorder votre centrale. Vous aurez des démarches à faire avec le SDIS si jamais c'est un ERP par rapport à des spécificités, des boutons de coupure, des micro-onduleurs, voilà, quelques spécificités pour le SDIS. Et puis éventuellement aussi avec les architectes des bâtiments de France si votre bâtiment est dans un cercle de servitude architecturale. Donc tout un jeu d'acteurs pour mener à bien les projets photovoltaïques. Un exemple concret, c'est l'opération Solardome. On participe à la DUM au déploiement de cette opération-là. On a, nous, analysé, alors c'est des analyses d'opportunité, le potentiel de près de 2000 bâtiments, en regardant la surface disponible, l'orientation, l'inclinaison, quelles étaient leurs capacités à produire du solaire photovoltaïque. Et puis la suite de Solardome, c'est d'aider les collectivités à passer à l'acte et à massifier la mise en place de petites centrales de 9 kW crête qui correspond à une cinquantaine de mètres carrés et qui se retrouvent sur la plupart des bâtiments publics communs, type école, mairie de toutes les communes du département. Donc voilà, c'est une opération qui, en fonction des EPCI, a des stades de déploiement un petit peu différents, mais on pourrait aboutir à près de entre 150 et 200 installations de 9 kW crête là, qui vont voir le jour d'ici à 2 ans, entre l'année prochaine et puis 2024 pour les EPCI qui sont dans des phases un peu moins avancées. Et puis je terminerai sur le solaire photovoltaïque avec quelques clés sur comment mettre en place des projets photovoltaïques. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai que à la fois sur les bâtiments existants, il faut connaître le potentiel de nos bâtiments, donc arriver à mener une analyse d'opportunité sur ces bâtiments-là. La typologie de toiture, si c'est de la toiture terrasse, de la toiture tuile, de la toiture bac acier, enfin, voilà, il y aura des solutions de mise en œuvre de photovoltaïque. Il y a quelques toitures qui excluent le solaire photovoltaïque, type du zinc ou d'autres vêtements un peu particuliers. Sur du neuf, je vous invite alors la réglementation, la RE 2020, le contexte va faire on va y penser de plus en plus, mais à minima, si vous investissez pas dans le solaire photovoltaïque dès la construction d'un équipement, il faut quand même y penser. Donc, regardez comment seront nos toitures pour si demain, dans 10 ans, dans 15 ans, les futurs élus veulent rajouter du solaire photovoltaïque, qu'on n'ait pas sous-dimensionné la charpente pour une vingtaine de kilos par mètre carré, que les poutres soient suffisamment costauds, qu'on ait une toiture sur laquelle on puisse mettre du solaire photovoltaïque. Et puis après tout ça, aussi bien en neuf qu'en bâtiment existant, des solutions de développement du solaire photovoltaïque, vous en aurez très certainement. Soit vous choisirez un modèle de vente totale, soit d'autoconsommation, soit d'autoconsommation collective. J'ai envie de dire par taille, par puissance, on arrive toujours à trouver
une faisabilité au développement de solar photovoltaïque, soit la collectivité investit en propre, soit il y a des solutions aussi pour faire tiers investir des acteurs privés sur du solaire photovoltaïque. Voilà pour cette énergie électricité renouvelable. Rémi, des questions sur cette partie-là avant que je repasse la parole Non, alors on peut peut-être ceci, parce que ça nous permettra de boucler la présentation des ENR, donc merci Sébastien. Il y avait une question de Patrick Carlier, alors je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris le sens dans lequel est posée la question. Non, tu dis pourquoi limiter le bois énergie à la biomasse, ou est-ce que tu ne veux pas plutôt dire pourquoi limiter la biomasse au bois énergie? Non, c'est exactement mais Rémi, donc déjà, je vous remercie de m'avoir invité à ces échanges que je trouve toujours très, très intéressants. Maintenant, effectivement, oui, je me suis rendu compte que j'ai mal écrit cette phrase. J'ai essayé de la faire rapidement et puis finalement, j'ai pas été assez vite et on est passé sur le photovoltaïque. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. C'est que c'est vrai que le sujet, je pense qu'au niveau des énergies renouvelables, notamment concernant la chaleur, je pense qu'il faudrait sans doute élargir de plus en plus à ce que nous appelons, nous, gaziers, les gaz verts, et donc la valorisation de la biomasse, notamment d'origine agricole, des déchets agricoles, autour de ce sujet des gaz verts, qui est un sujet nouveau et qui fait que les gaziers considèrent de plus en plus le réseau de gaz comme un réseau de chaleur renouvelable également. Voilà. Alors, c'est un sujet un peu particulier qui prend de l'ampleur, je pense, et qu'il faudrait sans doute aborder. Voilà, alors, juste la remarque, même si, voilà. Mais merci de la remarque, Patrick. Au cas particulier de ce qui nous rassemble aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler de ce qu'on va faire en termes de rénovation énergétique sur des bâtiments publics. Concrètement, on ne va pas installer un méthaniseur à côté d'une école, je pense, ou rarement. Donc, la question est pourquoi la biomasse, je réponds au nom de mes camarades, mais pourquoi est-ce qu'on limite pourquoi est-ce qu'on parle essentiellement de bois énergie? Parce que les solutions qui vont pouvoir être installées directement sur le lycée Saint-Jean, on le verra tout à l'heure, ou l'école Tartampion, etc., vont être, si on parle de solutions directement renouvelables, des solutions bois énergie. Après, la question de la renouvelabilité du gaz est une question importante, ou de l'évolution de l'origine du gaz. Mais du coup, voilà. Parce que si tu veux, par rapport à ça, là, oui. Si tu permets, ça veut dire qu'on continue à fonctionner au gaz et qu'on n'a pas d'installation spécifique sur les bâtiments. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu différent. Ceci étant, le fait d'avoir un réseau largement maillé permet effectivement d'avoir accès au gaz vert sans avoir forcément un méthaniseur à côté. C'est ça, en fait, la caractéristique. Et je pense qu'effectivement, il faudra demain, les gens pourront se sourcer, entre guillemets, en gaz vert sans forcément avoir un méthaniseur tout près de chez eux. Mais on est parfaitement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, je reviens à ça, il n'y a pas à prévoir d'investissement spécifique ou d'installation spécifique sur le bâtiment, du coup. Oui. Vu de ce point de vue-là, c'est exact. Voilà, ce qui est l'objet de ces webinaires, c'est qu'est-ce qu'on fait sur nos bâtiments. Je vous propose d'avancer. Et la remarque est importante. Il y a une petite question qui est posée par Marie-Laure sur le PV pour répondre, qui était l'intérêt du PV ou dans le contexte du décret tertiaire. Ça sera peut-être une remarque plus générale pour les ENR, mais autrement, on peut peut-être répondre là tout de suite. Oui, très rapidement. Donc, le décret tertiaire qui va imposer aux bâtiments de 1000 m² de faire des économies d'énergie. Dès lors que vous pourrez installer du photovoltaïque et l'autoconsommer sur votre bâtiment, ça viendra vous aider dans les objectifs du décret tertiaire. L'idée étant d'abord de réduire les consommations des bâtiments. Et puis, c'est vrai que les objectifs étant assez ambitieux, le photovoltaïque servira certainement en dernier bloc pour réduire encore la consommation des bâtiments. Donc, il faudra bien être sur un modèle d'autoconsommation, par contre. Okay. Merci. Sébastien, les matériaux? Allez, on poursuit sur les matériaux. J'avais simplement omis de dire que sur les énergies renouvelables, le préalable, c'est quand même de travailler sur l'efficacité du bâtiment, que ce soit au niveau de la chaleur, l'enveloppe du bâtiment, ou que ce soit sur la production ou la consommation d'électricité. C'est vraiment la première des briques à mettre en œuvre avant de travailler sur la question de la diversification.
Allez, 5 minutes à peine pour faire un petit propos introductif par rapport à la présentation tout à l'heure de CRR et de la région. C'est notamment sur les matériaux biosourcés. Hein. Ce sont généralement des matériaux qui sont issus soit de la matière organique, renouvelable, la biomasse, soit d'origine végétale ou animale. Vous voyez ici du bois, du chanvre, de la paille, de la ouate de cellulose, du textile recyclé ou des textiles recyclés, des balles de céréales, du miscanthus, du liège, du lin, de la chaume, de l'herbe de prairie, etc. Enfin, la liste est longue et surtout pas exhaustive et elle viendra sûrement être complétée par d'autres solutions. Alors, les applications, elles sont multiples hein, dans le bâtiment. Ça peut être un usage pour des structures, c'est principalement du bois structure. Ça peut être aussi sur des isolants. On pense notamment à la laine de bois, à la laine de chanvre, de la paille, de la ouate de cellulose, des textiles recyclés qui sont vraiment dans la logique d'isolation du bâtiment. Mais ça peut être aussi des mortiers, des bétons, notamment on est dans un bâtiment ici, la maison de l'habitat, qui recourt au béton de chanvre. Et puis, ça peut être aussi des matériaux composites, plastiques ou encore de la chimie du bâtiment, notamment sur tout ce qui est peinture. En tout cas, ça répond clairement à des exigences au niveau du Code de la construction et de l'habitat, avec des évaluations qui sont faites au travers des avis techniques ou des appréciations techniques d'expérimentation qui sont portées par le CSTB. Alors, bien sûr, il y a des pistes d'amélioration. Généralement, ce sont des matériaux qui sont plutôt chers, hein, car les filières sont peu industrialisées, le coût de production est important. Mais il y a des aides qui existent, notamment au niveau européen, avec la fameuse fiche 4.9, alors qui est en phase de reconfiguration, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les fonds structurels sont en reconsidération aujourd'hui. Il y a un classement au feu qui est parfois faible et on recourt plus facilement sur certains bâtiments. On l'avait vu notamment dans l'opération Cocon 63 à des matériaux beaucoup plus conventionnels, type laine de verre, type laine de roche. Et puis on a des entreprises qui n'ont pas toujours l'habitude de poser ce type de matériaux. Donc il faut avoir aussi des filières locales qui sont en capacité de le présenter. Alors, recourir aux matériaux quand, hein, c'était une des questions qu'on se posait tout à l'heure, c'est comme les énergies renouvelables, il faut systématiquement comparer des solutions conventionnelles avec des solutions alternatives, être dans des logiques presque d'études comparées. Parfois, oui, vous serez surpris, parfois, parce qu'on pense que les coûts sont élevés, ils le sont souvent, mais pas toujours, et donc il y a un avantage aussi quelque part économique. Il ne faut pas hésiter à bousculer sa maîtrise d'œuvre, hein, de dire, moi en tant que maîtrise d'ouvrage, je souhaiterais justement qu'on recourt à des matériaux biosourcés pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a quand même des avantages assez intéressants. Et puis, dans tout ce qui est phase pro et choix des entreprises, il va falloir aller chercher des entreprises qui savent mettre en œuvre ces solutions. C'est aussi la mission de votre maîtrise d'œuvre qui va vous aider à faire le choix de ces entreprises-là. Alors, bien sûr, il y a des atouts. Hein. Vous voyez le petit cocon douillet dans lequel cet oiseau va venir se nicher. Sur l'isolation thermique, à l'évidence, hein, et notamment sur tout ce qui est déphasage thermique, notamment en période d'été, on va plutôt privilégier du chanvre, du bois, plutôt que de la laine de verre, par exemple. En matière d'insonorisation, c'est aussi un avantage assez intéressant, notamment pour la qualité de vie intérieure des usagers, notamment des habitants. On stocke du carbone, hein, puisqu'on a la matière organique d'origine végétale. Et puis, c'est souvent des matériaux issus de ressources locales qui génèrent des activités économiques locales, hein, CF le pisé du Livradois, qui génèrent aussi des emplois locaux. Donc, on est aussi dans ces logiques de circuit de proximité et circuit court. Et j'avais rajouté qui dit biosourcé ne dit pas nécessairement issu de l'agriculture biologique, il faut l'avoir en tête. Voilà quelques propos introductifs pour peut-être céder la parole à nos voisins, aussi bien de la région que de CRR, ingénierie architecture, qui vont nous faire état du projet de lycée de l'agglomération clermontoise, donc sur le quartier Saint-Jean, sauf à ce qu'il y ait des questions, déjà peut-être dans un premier temps sur ces questions de biosourcés. Ou on passe peut-être directement, on cumulera les deux en même temps avec la présentation de CRR. Alors,
je vais enlever la... Voilà. Présentation. Alors, on a plusieurs intervenants. On a... vous partagez l'écran, voilà. On a donc Gracia de la région qui suit le projet de nouveau lycée là, à Saint-Jean. Et puis on a le maître d'œuvre qui est CRR Ingénierie avec Guillaume Imbert. Et tout à l'heure, tu l'as dit, Rémi, on aura peut-être une intervention de M. Rambourdin et de M. Julien qui suivent le projet pour d'éventuelles questions. Voilà. Avez-vous partagé votre écran? Oui. Alors, normalement, est-ce que vous le voyez? Bon, super. Mettez-le peut-être en plein écran. Alors, je suis en plein écran de mon côté. Je ne sais pas si... Ah non, on est en mode diapositive, on n'est pas en plein écran. Alors, eh bien, écoutez, si ça vous convient comme ça, si... Alors, allez-y, je vous propose de commencer. Je vais voir de mon côté si je peux partager en mode plein écran pour que ça soit plus lisible. Allez-y. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter et échanger sur le nouveau lycée de l'agglomération clermontoise qui a été commandé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, pardon. Et c'est un lycée qui a été conçu par CRR Écriture Architecturale et construit par Eiffage. Donc la performance de ce bâtiment est garantie par l'entreprise Eiffage et notre groupement via un marché global de performance. Je vais tout de suite passer la parole à Gracia de la région qui va vous résumer les prestations attendues pour ce nouveau lycée. Très bien, bonjour à tous. Donc, j'interviens en tant que service technique de la collectivité. La commande a été, dès le départ, de s'inscrire dans le programme d'écocité que la ville de Clermont-Ferrand adhère. On est dans le développement d'un quartier par la mise en œuvre d'une pièce maîtresse et locomotive de ce quartier qui est le nouveau lycée de l'agglo de Clermont sur ce secteur-là. C'est un lycée qui se veut démonstrateur dès le départ, emblématique, expérimental et qui répond dans le cadre de ce programme écocité qui s'inscrit dans l'investissement d'avenir. Il répond aux 14 cibles de HQE, donc 4 cibles à très haut niveau de performance et avec 3 enjeux qui sont l'insertion paysagère et urbaine de ce site. La deuxième, c'est l'utilisation de la construction biosourcée et le troisième, bien sûr, la performance énergétique. Donc, les enjeux pour nous étaient vraiment de s'inscrire dans le cadre de ce programme d'écocité qui nous a apporté une aide de 4,8 millions d'euros d'investissement dans le cadre de l'opération globale, ce qui est non négligeable pour nous, régions. Je passe, donc, ce programme-là, je focalise sur les 2 cibles qui sont la construction bois et produits biosourcés et la partie performance énergétique. Donc, nous sommes dans un projet qui est E4C2, c'est-à-dire on est en énergie positive. On a exigé, on souhaitait un bâtiment d'énergie positive et on souhaitait un bâtiment avec 0 émission de carbone. D'où cette performance, cette demande de produits biosourcés et d'utilisation de la construction bois. Voilà. Alors, je dirais que pour nous, maîtres d'ouvrage, même s'il y a un surcoût éventuel, a priori, parce qu'on est dans des techniques différentes que la traditionnelle, les aides financières nous permettent d'équilibrer cette dépense. Et en plus, on est dans une démarche de développement économique local, puisque pour nous, la filière bois-construction est très importante en termes de développement. Et le but, c'est de développer au niveau local cet échange
Et par ailleurs, le fait de la performance, on est dans un bâtiment donc énergie positive, puisqu'on s'inscrit sur le décret tertiaire dont on a un peu abordé le sujet, qui est très ambitieux et qui, pour l'ensemble des collectivités, la marche va être haute, puisque je pense que les enjeux sont… en fait, voilà, on est au démarrage de ce décret tertiaire et la marche va être haute pour nous tous. Donc, il contribue grandement à cette obtention-là. Et je vais passer la parole tout de suite à CRR. Allez-y, Guylaine. Alors, je vais vous parler de la conception bâtimentaire, savoir comment on en est arrivé là. Donc, le NLAC, nouveau lycée de l'agglomération clermontoise, c'est un bâtiment avant-gardiste de sobriété. Excusez-moi, on ne bouge pas les diapos. Ah. Nous avons souhaité mettre en avant la frugalité énergétique, la performance environnementale. On ne voit pas les diapos, il y a toujours la page de garde. Ah bon? Ouais. Ah d'accord, c'est voilà. C'est bon, c'est bon. D'accord. Nous allons parcourir du coup les 3 points qui sont la frugalité énergétique, la performance environnementale et l'économie circulaire et les circuits courts. Alors tout d'abord, la frugalité énergétique. Donc nous avons conçu un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il génère plus d'énergie que ce qu'il n'en consomme. Cette performance, elle est validée par le label E+C- qui préfigure la future réglementation, qui est la RE 2020. Pour arriver à cet objectif, il nous a fallu rationaliser les besoins énergétiques au strict nécessaire pour atteindre les niveaux de confort juste optimum, aussi bien le confort thermique que la qualité d'air. Donc, nous travaillons chronologiquement suivant le scénario négawatt, que vous pouvez voir sur votre gauche. Donc, c'est un scénario, il faut faire les 3 actions dans l'ordre. D'abord, la sobriété, consommer le minimum. Après, l'efficacité. Donc, une fois les besoins minimisés, on met en œuvre des systèmes énergétiques efficients. Et puis après, on compense nos consommations énergétiques via des énergies renouvelables. Alors, tout d'abord, la sobriété. La règle d'or, c'est que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Donc, la minimisation des besoins énergétiques, elle passe par la bioclimatique du bâtiment. Concrètement, ça désigne un concept architectural qui utilise judicieusement les ressources de l'environnement proche pour avoir un meilleur confort et participer à la réduction énergétique du bâtiment. Donc, c'est illustré par la slide que vous voyez. Donc, concrètement, ça veut dire que les classes ont été orientées nord-sud pour bénéficier des apports solaires l'hiver et aussi avoir une protection solaire l'été, par exemple, avec des arbres à feuilles caduques devant les menuiseries. Nous avons également des larges baies vitrées pour apporter de la lumière naturelle en toute saison et diminuer les consommations énergétiques. Le bâtiment est également très compact, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la forme du cube schématiquement. Et il est en plus très isolé avec de la paille, ce qui fait des murs avec une isolation approximativement de 40 cm d'épaisseur. Maintenant que les besoins énergétiques ont été rationalisés, nous avons optimisé les systèmes pour combattre ces besoins. Donc nous cherchons à avoir des systèmes les plus efficients possibles pour minimiser les consommations énergétiques. Donc pour le chauffage, nous avons opté pour une chaufferie bois à granulés, qui a 2 fois 300 kW. Donc on peut passer sur ce genre de chaufferie parce que les besoins sont minimes, sinon on serait obligé d'être sur des plus grosses chaufferies à plaquettes de bois, ce qui demande beaucoup plus d'empreintes foncières, parce qu'il y a un silo de stockage plus conséquent, des approvisionnements aussi plus réguliers, parce qu'il y a moins de densité énergétique dans des granulés, dans des plaquettes de bois que dans des granulés de bois. Petit aparté aussi, la chaufferie énergétique, elle a un rendement de 95% annuel. Donc, si on compare ça avec les moteurs thermiques de voitures, ça veut dire que pour chaque euro qu'on dépense, si nos voitures elles avaient le même rendement que la chaudière, on parcourrait 25 km.
alors qu'actuellement, avec 1 euro, on parcourt 12 km. Fin de l'aparté. Le bâtiment est également équipé de systèmes de ventilation à double flux. Donc, ces systèmes sont équipés d'échangeurs de chaleur à haut rendement, donc 90%, pour récupérer les calories présentes dans l'air extrait pour préchauffer l'air neuf entrant. C'est-à-dire qu'avec cette technologie-là, on va récupérer des calories qui d'habitude seraient parties aux petits oiseaux. Ce type de ventilation, pour un lycée, ça fait baisser la facture énergétique de chauffage de l'ordre de 40%. L'éclairage, c'est un poste de consommation en lycée très important. Et en l'occurrence, sur le NLAC, il est 100% en LED à basse consommation et il est modulant en fonction de l'éclairement naturel dans les différents locaux. Il offre un niveau de confort et une consommation énergétique juste optimale parce qu'en fonction de la modulation, du coup, on va s'adapter aux conditions extérieures et la luminosité elle sera à peu près constante sur toute la surface du local. Donc, pour compenser maintenant notre empreinte énergétique, qu'on va appeler empreinte énergétique fatale, dans le sens où on est obligé de consommer pour offrir le confort optimal aux usagers. Donc, pour compenser cette empreinte, le chauffage est produit à partir de granulés de bois issus de la valorisation de déchets de l'industrie du bois. C'est donc du recyclage, donc de l'économie circulaire, de matières renouvelables. Et ces granulés, en plus, sont fabriqués localement dans le Puy-de-Dôme. Les consommations électriques sont quant à elles compensées par la production d'électricité sur site, donc via du photovoltaïque. Il y a 2000 m² d'installés, ce qui représente à peu près 1200 panneaux. Et l'énergie générée par ces capteurs, elle est autoconsommée sur place et le surplus est revendu. Et l'entreprise choisie pour l'installation du système photovoltaïque est une entreprise clermontoise. Après s'être concentré sur la frugalité énergétique, nous allons maintenant aborder la question du bas carbone. Donc, nous avons conçu un bâtiment bas carbone. Cette performance elle est validée par l'obtention du niveau C2, selon le label EcoCE-. Alors pour cela, on pèse le poids carbone du bâtiment. Donc, nous avons des outils pour faire ça, notamment des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ce sont des fiches éditées par les différents fabricants de tous les matériaux qui peuvent être utilisés dans un bâtiment et qui attestent de l'empreinte carbone de chaque élément pour une durée de vie de 50 ans. C'est-à-dire que n'importe quel isolant, 245 mm par exemple, aura une fiche déclarative, un ascenseur pareil, un matériau, une peinture également. Ça prend en compte vraiment tous les éléments. Et pour sélectionner les matériaux les moins impactants, nous nous sommes orientés vers les matériaux biosourcés. Ces matériaux biosourcés, comme ceux qu'a mentionné Sébastien Contamine tout à l'heure, la paille, la laine de chanvre, etc., stockent du CO2 en eux, au lieu d'être libérés dans l'atmosphère. Les matériaux biosourcés les plus utilisés sur le NLAC sont la paille, bien sûr, avec 17 000 bottes de paille issues de la plaine de la Limane, et le bois, donc sous forme d'ossature, habillage, plainte, etc., avec 4 000 m3 issus de la forêt française et 85% de ces 4 000 m3 issus du Massif central. La paille offre aussi un avantage en termes de déphasage thermique, qui est intéressant pour minimiser les périodes notamment d'inconfort d'été. Juste un petit complément en termes d'aide financière, la région a déposé dans le cadre de la fiche FEDER 4.9 une demande d'aide. Donc en gros, on a obtenu 2,8 millions d'euros sur l'ensemble des produits boursiers de cette opération. En sachant que la fiche économie d'énergie, comme on était en queue de dossier de PO, de FEDER, donc du coup, il y avait plus d'entrée de financement possible. Voilà.
Pour finir sur la partie bas carbone, du coup, en termes de performance, donc il y a des labels dédiés pour la partie biosourcée. Donc on avait un objectif fixé par la région de 36 kg par mètre carré et nous avons obtenu un score de 207 kg par mètre carré sur ce bâtiment-là. Pour finir cette présentation, je vais vous parler de l'économie circulaire et des circuits courts. Donc, nous disposons d'un territoire riche en matières grises et en ressources bâtimentaires locales. La conception, les fournisseurs et les fabricants sont majoritairement locaux. La paille, je vous en parlais tout à l'heure, elle provient de la plaine de la Limagne. Le bois et la lave volcanique d'Auvergne. L'isolation en chanvre de l'ouest de la France. Et tous ces matériaux-là bénéficient d'une traçabilité poussée que le maître d'œuvre et l'entreprise puissent valider la provenance des matériaux, la présence de labels, etc. Donc, il y a toujours des leviers pour valider cette traçabilité-là. Les granulés de bois sont fabriqués au Puy-de-Dôme. La laine de roche vient de Saint-Éloi-les-Mines. Aussi, l'envergure du projet nous a permis de fédérer des acteurs locaux. Je pense aux céréaliers qui ont su se regrouper pour répondre à la demande de paille. Je pense au développement d'outils de travail. L'entreprise générale, Eiffage, a investi dans un outil de fabrication de façades bois-paille pour optimiser le processus et réduire les délais de chantier. Ça nous a permis d'innover aussi. L'entreprise a cherché des alternatives à la mise en œuvre de la paille sous forme de bottes. Et ça nous a permis aussi de promouvoir notre territoire. Et cette promotion de notre territoire est un exercice de partage de connaissances voué à créer de nouveaux liens avec pléthore d'acteurs locaux. Et nous nous nourrissons de ces échanges pour avancer ensemble vers un avenir plus durable. En synthèse, je vous ai remis tous les points clés de ce nouveau lycée. Et si vous avez des questions, je vous propose que vous nous les posiez pendant qu'on vous fait visionner le film. J'arrive à le lancer. Du lycée. Est-ce que vous avez des questions? Sébastien, normalement, on a fini notre présentation. Eh bien, c'est très bien. Vous avez respecté quasi votre quart d'heure de présentation. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat, mais il vous est possible d'intervenir comme ça en ouvrant votre micro. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Alors, un petit complément, là, à droite de l'image que vous voyez là, ou plus exactement là où c'est ouvert, et va se construire le gymnase, construit par la ville de Clermont-Ferrand, qui sera également un bâtiment avec des objectifs E4C2, voilà, qui complétera cet équipement qui sera ouvert 1 an après. Des questions? Je suis entouré aussi par l'entreprise et les architectes qui ont conçu le bâtiment. Eh ben voilà, une question de Nadia. Peut-on avoir une indication du coût de travaux par mètre carré? Sébastien, je vais devoir vous laisser quelques minutes si tu peux prendre le relais pendant 3 minutes. Pas de souci. Oui, on est dans une opération où on est de... L'entreprise me confirmera si je ne me... On est de mémoire dans les 2400 € du mètre carré hors taxe, très grosso modo, voilà. C'est ça, hein, Thierry? Oui, quelque chose près, c'est ça, oui. D'accord. Sur les financements, peut-être, vous parliez tout à l'heure de 2,4 millions d'euros qui ont été glanés auprès du FEDER sur la fiche 4.9. Est-ce qu'il y a eu d'autres aides qui ont été mobilisées, notamment sur la production de chaleur renouvelable, puisque vous recourez à du granulé? Non, parce que justement, la ligne était pleine. Et du coup, on avait fait bénéficier d'autres opérations sur la ligne de tout ce qui est énergie. Et comme on est le FEDER priorise vraiment tout ce qui est rénovation thermique.
Donc, du coup, ce lycée-là ne rentrait pas dans cette case-là et c'est pour ça qu'on a priorisé tout ce qui était matériaux biosourcés. D'accord. Voilà. Donc, au niveau des aides, on a eu le programme Écocité et voilà, donc 4,8 millions et 2,8 millions sur la partie FEDER. Voilà, d'habitude, c'est la région qui donne l'argent aux autres, donc là, on commence à apprendre à les demander aussi, puisque voilà, on se doit aussi d'être exemplaire et voilà, c'est l'argent public et du contribuable. Au niveau de, oui, les 2400 €, c'est hors subvention, c'est en effet, oui, pour information, à peu près, aujourd'hui, nos opérations, elles sortent à, on est à 1800 € hors taxe du mètre carré sur du neuf. Voilà, celle-là, c'est le Krebs de Vichy, on doit être sur la partie performance, on doit être à 2600 € du mètre carré, parce qu'on est dans de la haute technicité, il y a de la balnéothérapie, etc. Mais voilà, je pense que le bâtiment de demain va sortir plutôt entre 2002 et 2004 maintenant. C'est ce qu'il faut compter avec les prix avant Covid. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur le recours aux matériaux biosourcés? Non. Oui, vous m'entendez? Oui, Est-ce allez-y. que je pourrais savoir le nombre d'élèves qui doivent être accueillis dans ce lycée? 1000 élèves. 1000 élèves, merci. On est 1000 élèves, on est 13 200 mètres carrés de surface utile. Voilà. J'avais mon collègue Sébastien Brunet qui est intervenu tout à l'heure sur le photovoltaïque qui me posait la question sur la structuration de la filière paille, parce que c'est vrai que c'est des matériaux qui ne sont pas forcément courants. Est-ce que la région, est-ce que l'équipe de maîtrise d'œuvre a été impliquée là-dedans et comment les agriculteurs ont répondu par rapport à ça en s'associant? Mais je laisse répondre le groupement d'entreprises parce qu'en effet, c'était la réponse originale et intéressante de ce groupement-là. Je dirais que la volonté, c'est effectivement de pouvoir répondre à ce besoin exceptionnel de construction paille, en tout cas exceptionnel lorsqu'on l'avait imaginé tous ensemble. Et donc, on a pu s'adosser, je dirais, à des agriculteurs locaux qui ont parfaitement rempli la mission et ils sont pris au jeu. Et je crois que au-delà de cette opération, ça leur a permis de mettre le pied à l'étrier et de se projeter sur de nouvelles affaires, de trouver quelque part une nouvelle voie pour, je dirais, le matériau paille, qui aujourd'hui, essentiellement, soit un matériau qui est perdu, tout simplement, soit qui est destiné uniquement pour l'élevage, et notamment pour les litières des bestiaux. Et donc, quelque part, il y a une valorisation de ce matériau, qui reste un matériau très peu cher, hein, et qui permet d'avoir de nouvelles ressources pour ce secteur. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, on a aujourd'hui, il y a des associations qui permettent d'avoir un recensement d'agriculteurs qui sont prêts à s'investir sur le sujet. Et donc, on s'est rapproché d'eux au départ. Et donc, on s'est associé avec un agriculteur qui a assuré l'ensemble de la livraison de la paille pour notre opération, qui représente environ 180 hectares de paille qui ont été moissonnés pour notre chantier, pour les 13 000 bottes, 13 000 bottes au final, de paille qu'on a mis en œuvre sur cette opération. 180 hectares sur, je dirais, un territoire Limane qui représente 100 000 hectares de terrain, enfin de terre agricole, et sur les 100 000, il y a 40 000 hectares qui sont dédiés, je dirais, à la culture céréalière. Donc, on a quelque part utilisé que 180 hectares sur 40 000 hectares possibles, quoi, à l'échelle de notre territoire de la plaine de la Limagne. Et pour la pose, vous avez eu recours à des formations spécifiques auprès des entreprises? Alors, ce qui
qui est important, c'est que, et ça a été souligné tout à l'heure, c'est que la volonté du groupement et des phages, c'est d'aller au bout du raisonnement, c'est-à-dire qu'on a voulu tout faire pour favoriser les circuits courts. Et donc, il nous est paru évident de pouvoir trouver une solution et notamment mettre en œuvre une usine pour construire les panneaux à proximité, un, des ressources, donc la paille et le bois du Massif central, et deux, du chantier. Donc, on a bâti de toutes pièces un outil de production à 20 km au sud de Clermont-Ferrand, au Martre de Verre, où on a mis en place des tables, on a fait une formation, on est parti avec un chef d'atelier EFAGE et un directeur de site EFAGE, et ensuite on a 12 personnes, tous issus du bassin clermontois et des personnes en recherche d'emploi, que l'on a formées pendant 2 mois et qui ont réalisé l'ensemble des panneaux Murosature bois-paille de cette opération, enfin, qui continue de les réaliser puisqu'on va terminer la production aux alentours de septembre-octobre de cette année. Et donc voilà, avec des panneaux ensuite qui sont réalisés du coup en production propre, et ça on y tient beaucoup, mais également qui sont posés sur le chantier par des équipes d'EFAGE Construction Auvergne. Et ça c'est très précieux pour nous parce que on est des constructeurs de bâtiments certes, mais en production propre on fait surtout du béton, des constructions béton. Et pour nous c'est important d'amener de nouvelles compétences à nos équipes pour travailler sur nos bâtiments de demain, puisque les besoins on voit bien qu'ils changent. Et qu'on ne conçoit plus demain de la même manière que ce qu'on a fait sur les 50 dernières années, notamment avec une logique tout béton. Ok, il y a une dernière question peut-être pour qu'on puisse respecter le créneau d'1 heure de Bruno Ponruchet de la commune du Sandre. Y a-t-il des contrats fixés pour l'approvisionnement de granulés et est-ce qu'on a une garantie et d'appro et de prix d'achat dans le temps? Alors j'imagine qu'il y a dans le cadre du MPGP l'approvisionnement en granulés bois. Est-ce que vous avez cette lisibilité au moins à l'échelle du MPGP? Alors le MPGP, il est sur 3 ans. C'est un MPGP de courte durée. Et par la suite, la région, elle va lancer un grand MPGP global sur tous les lycées de la région. Et donc, on prendra le relais dans le cadre d'un contrat d'exploitation par la suite, comme on a déjà aujourd'hui avec le P1, P2, P3. Éventuellement, je laisse Thierry répondre, parce que j'imagine qu'il a déjà ou il est en cours de passer des contrats pour l'exploitation des 3 prochaines années. Je dirais que nous, on est adossé sur cette opération, comme quasiment toutes nos opérations EFAGE, avec EFAGE Énergie pour la partie exploitation-maintenance. C'est quelque chose qui nous paraît important parce qu'on a la garantie de la partie performance en associant nos équipes d'exploitation et de maintenance dès la conception. Voilà. Donc, on a cette particularité chez EFAGE. Et pour répondre à la question plus particulière sur l'appro et la maîtrise des coûts des granulés ou des pelés. Donc aujourd'hui, on a une certaine, on est plutôt assuré sur la capacité à avoir du matériau pour le chauffage. Ça, on n'est pas très inquiet. On a une chaîne aujourd'hui qui est quand même bien organisée sur la partie du granulé et notamment sur des entreprises locales. Après, le coût d'évolution du matériau en lui-même. Bon, contrairement au matériau pur et dur qui est nécessaire à la construction, je pense que le pelé aujourd'hui, on a quand même une certaine lisibilité. Après, une garantie à 100%, non, mais c'est quelque chose quand même qui est plutôt très maîtrisé au niveau des filières aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas des filières bois de construction, qui est une filière qui a beaucoup souffert dans le temps, avec très peu d'offres du coup, donc on a très peu d'entreprises, et qui est très soumis à la loi du marché, et surtout aujourd'hui où il y a une grosse demande. Sachant qu'aujourd'hui, sur le territoire français, on a à peu près que 70% de la ressource bois de nos forêts qui est utilisée, donc on a quand même un gros potentiel. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est sûr que le fait d'être pillé, entre guillemets, par des marchés extérieurs, internationaux, notamment les États-Unis, contrarie un petit peu la lisibilité qu'on pouvait avoir précédemment sur l'évolution du coût bois. Voilà. Mais il y a plein de potentiel, parce qu'encore une fois, c'est une filière qui doit s'organiser. Peut-être un complément sur la question de la lisibilité sur le coût du combustible bois.
on pourrait dire ni plus ni moins que la visibilité sur le coût de combustible, gaz ou fuel, quoi. Voilà, le marché, les prix de l'énergie sont susceptibles de varier, comme c'était évoqué à l'instant. On a la particularité concernant les granulés d'avoir une ressource locale et départementale assez importante pour avoir une certaine sérénité par rapport à ça. Ou alors après, on va tomber dans l'argument terroriste qui m'est arrivé d'utiliser en d'autres époques. La question est juste de savoir si on a autant confiance ou plus confiance dans la capacité de la Russie ou de l'Arabie Saoudite à nous fournir en gaz qu'en nos forestiers à nous fournir en bois. Voilà. C'était vraiment un argument terroriste. Je voudrais juste faire une parenthèse, c'est Jean-Pierre Ambourdin. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le caractère très innovant de ce bâtiment. Pour une raison toute simple, c'est que tout à l'heure, on a parlé d'un label, du niveau label E4C2. Par le simple fait d'avoir une maintenance à charge de l'entreprise pendant 3 ans, dans le cadre de son contrat, fait que le caractère exceptionnel s'illustre ici, pour la simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on fait un bâtiment label E4C2, OK, on vérifie sur papier si tout est conforme. Très bien. Mais dans la vie du bâtiment, personne ne le vérifie. Personne ne vérifie ce qui se passe. Alors que là, la grande originalité, et c'est la région qui a instillé cet axe-là, c'est que l'entreprise s'engage dans son acte d'engagement sur des consommations maximales à ne pas dépasser. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que non seulement ce bâtiment va être réalisé, comme on vous l'a expliqué, avec des matériaux biosourcés, avec une technologie d'adéquation avec la performance, mais surtout, c'est que pendant 3 ans, la performance doit être atteinte de façon durable. C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait le caractère innovant de ce bâtiment. C'est l'avantage du MPGP. Voilà, garantie de résultat. Juste compléter quand même par rapport à la filière bois, filière sèche, parce que quand nous avons des élus qui ont un mandat de 5 ans et que la durée d'une opération est assez longue en général, surtout à la région, là on a 2 ans de chantier. 2 ans de chantier, c'est extrêmement vite vu le budget qui est déposé et puis la surface. Donc c'est quand même des nouveaux procédés qui concomitamment au regard du développement local et au regard du territoire, ça permet vraiment d'aller vite et de faire des choses innovantes et très intéressantes. Voilà. Et enfin, je terminerai en ce qui me concerne en disant que ce projet aussi apporte quelque chose de très innovant parce que, mine de rien, il se fait rencontrer à nouveau 2 mondes, le monde du bâtiment et le monde de l'agriculture. Et ça, c'est chouette. C'est sûr. Ça ressemblerait presque à un très joli mot de la fin. Y a-t-il néanmoins d'autres questions ou d'autres commentaires que les uns et les autres auraient voulu apporter à ce stade? S'il n'y en a pas, mais il me reste vraiment à vous remercier tous pour être venus participer à ces échanges, à remercier évidemment nos intervenants, par ordre d'apparition à l'antenne, nos intervenants de la DUM qui nous ont posé les principes énergie renouvelable biosourcée, et puis la série d'intervenants qui viennent de nous présenter ce beau projet clermontois. On manquait de temps, parce qu'on aurait pu faire un petit projet zone rurale duplicable 1000 fois, et ce grand projet qui est quasiment un objet unique, unique. Oui, aujourd'hui un objet unique. On n'en fera pas comme ça dans toutes les communes du département, mais néanmoins, ça nous a paru vraiment intéressant de montrer comment on peut pousser les curseurs et comment on peut arriver à ce niveau d'ambition, même pour un grand équipement structurant. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour cette présentation. Il nous reste, pour le coup, en général, quand on se donne rendez-vous, on donne une date. Là, il nous reste, pour le coup, à vous donner rendez-vous à une date indéterminée,
puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, on est encore en attente d'un certain nombre de précisions pour pouvoir fixer la date de notre dernier séminaire, de notre dernier numéro de la web-série, qui sera donc consacré au financement public et quel financement public existe à Haute-Z pour rénover son patrimoine. Mais écoutez, ça sera à la rentrée, on espère vous y retrouver nombreux. D'ici là, il me reste à vous souhaiter un bel été. Prenez bien des forces et puis rendez-vous pour poursuivre le combat à la rentrée. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.